Bonsoir à tous. Merci de votre présence, d'être venus aussi nombreux pour un sujet qui est très important, qui va être assez complexe et qui pourra ne pas être vecteur de bonnes nouvelles. Je pense qu'un bon propriétaire doit être quelqu'un de formé aux lois en vigueur pour pouvoir justement affronter tous ces défis qui arrivent à l'horizon avec cette fameuse loi climat et résilience. Avant de commencer sur le sujet, donc, comme certains d'entre vous ne me connaissent pas, je suis le vice-président de l'UNPI, François Neuvial. Je suis huissier de justice de mon État et administrateur de l'association depuis un certain nombre d'années. Et j'assure l'intérim de Dominique Grognard, qui s'est retiré de l'association il y a quelques temps, décidant d'un autre avenir et d'autres choix personnels. Voilà. Donc, ce soir, je voulais d'abord vous donner la date de notre prochaine Assemblée Générale, parce que je sais que certains d'entre vous s'intéressent déjà à la date de celle-ci. Donc, elle aura lieu le mardi 27 septembre 2022 à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville à Toulon. L'horaire n'est pas encore connu, mais c'est sensiblement au même horaire que d'habitude, c'est-à-dire en milieu d'après-midi, voire fin d'après-midi. Bien évidemment, vous serez tous informés à ce sujet en temps et en heure. Mais je tenais quand même à vous en faire part. Bien. Ce soir, pour animer cette réunion thématique, qui viendra grossir le rang de nombreuses réunions thématiques que nous souhaitons continuer à faire pour vous informer le plus possible, justement, des changements législatifs, ou même vous donner des conseils en tant que propriétaire, nous avons M. Bruno Brosset, que je ne présente pas, mais qui est donc l'ancien dirigeant de Brosset Immobilier et qui est administrateur de l'UNPI, donc qui va animer la réunion thématique de ce soir. Nous avons M. Rudy Petit-Permont, qui est responsable du service rénovation énergétique de la société Square Habitat, qui va donc nous donner le plus d'informations possibles sur les dispositions de la loi et les aides aussi, parce qu'il y a des aides quand même, il n'y aura pas que des choses négatives qui vont vous être dites ce soir, et qui donc sera à votre disposition pour répondre à certaines questions. Nous avons aussi M. Laurent Roquin, qui est le directeur du groupe Sodiatech, alors qui n'est pas encore arrivé, mais je vous rappelle que la société Sodiatech est un partenaire de notre association, donc qui interviendra dans un deuxième temps. Nous avons aussi M. Mathieu Fouquet, que nous avons le plaisir de recevoir, donc, qui est directeur du Centre de patrimoine Touraine Sud du Crédit Agricole, banque privée, autre partenaire donc, de notre association. Voilà, je pense que les présentations étant faites, je vais pouvoir donner la parole à M. Bruno Brosset. Je vous souhaite à tous une excellente réunion thématique, en espérant que vous trouverez satisfaction. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous, Bruno Brosset. J'en connais un certain nombre d'entre vous. En tout cas, je suis très content d'animer cette réunion. Ce soir, vous êtes assez nombreux, c'est très très bien en présentiel, comme on dit maintenant, mais nous allons être rejoints progressivement par des internautes et aussi après en replay, donc avec des non-adhérents qu'on espère faire rejoindre notre association. Et à ce titre, je vais rappeler donc, pour ceux qui nous écoutent et que nous augmenterons ultérieurement ce qu'est l'UNPI. L'UNPI, comme vous le savez, c'est l'Union nationale de la propriété immobilière. C'est une fédération qui défend la propriété et qui représente les propriétaires auprès des pouvoirs publics. Je vous informe périodiquement sur différents sujets au travers de nos réunions thématiques, comme celle de ce soir. Je rappelle aussi que les membres de notre bureau sont tous des professionnels du droit, de l'immobilier, du bâtiment, et qui donnent des consultations juridiques, entre autres, de manière tout à fait régulière à notre siège qui est situé 15 rue Étienne Fallu à Tours. Je rappelle enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, excusez-moi, que pour adhérer à l'UNPI, il y a une cotisation, il y a 90 € par an, et qu'elle est entièrement déductible des revenus fonciers, et qu'elle permet non seulement d'accéder à de nombreux services, mais aussi d'échanger entre propriétaires bailleurs sur les meilleures pratiques. Et à ce titre, c'est vraiment une espèce de club, en fait, qui permet d'avoir une fois par an une assemblée générale avec une certaine forme de convivialité. Voilà, la réunion d'aujourd'hui porte sur cette loi climat et résilience en date du 22 août 2022. Elle s'inscrit, comme vous le savez, dans une mouvance environnementale qui est liée au réchauffement climatique, mais aussi, comme on dit maintenant, au dérèglement climatique. Et elle pose
à nouveau la problématique de l'augmentation des prix des énergies fossiles que nous vivons aujourd'hui. En fait, tout cela a débuté en 2015 avec la loi transition énergétique, suivie des accords de Paris en 2016, la loi Elan en 2018 et la Convention citoyenne et sur le climat en 2019. Alors, à partir du constat que le secteur du bâtiment est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre après les transports, l'objectif est clair, c'est d'arriver à diminuer notre consommation d'énergie, en tout cas pour une typologie de logement qu'on appelle du moins les passoires énergétiques. Pour ce faire, il y a un calendrier qui est ambitieux, qui tient compte de la classe énergétique des logements, et 3 étiquettes sont aujourd'hui concernées, la E, la F et la G. Vous savez que ça va de A à G, les 3 dernières étiquettes sont concernées. Ça concerne aussi 6 millions de logements aujourd'hui qui devront être rénovés énergétiquement parlant. Avant 2025 pour les classes G, 2028 pour les classes F et 2034 pour les classes E. Autant vous dire que ces délais sont très courts, en fait ne sont pas tenables. L'UPI d'ailleurs se bat pour essayer de modifier cet agenda, mais pour le moment on n'y arrive pas. Mais le prochain pouvoir, puisqu'on est en pleine élection, devra, à mon avis, réfléchir à la question. Sinon, le risque, ça sera de voir de nombreux logements qui ne pourront plus être occupés dans un contexte de crise du logement. À mon avis, ce n'est pas durable. Pour votre information, cette réglementation s'applique aussi aux bâtiments tertiaires et commerciaux de plus de 1000 m², avec une loi, enfin, qui est un décret en fait, qu'on appelle décret tertiaire, et avec des objectifs aussi extrêmement contraignants. Ces bâtiments donc, de plus de 1000 m² devront réduire leur consommation de 40% d'ici 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Tout cela à la charge des propriétaires. Imaginez ceux qui sont concernés, ce que ça va représenter comme charge pour eux, et sans contrepartie, parce que les loyers ne pourront pas être augmentés, bien évidemment. Les enjeux donc, pour les propriétaires concernés vont être importants. Il y aura 2 options finalement. Soit rénover son logement dans des délais qui sont contraints, mais sans contrepartie finalement d'augmentation de loyer. C'est la première fois que les propriétaires dans des logements énergivores vont être soumis à des travaux sans contrepartie finalement. Le seul gain qu'ils pourront avoir, c'est d'éviter des cotes de leur logement le jour où ils le vendront. Alors, la première option, on l'a compris, c'est la rénovation, pour essayer d'occuper le logement pour pas qu'il devienne indécent, ou alors c'est de le vendre. Mais dans ce cas-là, il y a une décote. Et pour votre information, depuis que cette loi est parue, on a constaté une décote du prix de l'ordre de 18% en moyenne de tout logement confondu. En fait, c'est 18%, c'est beaucoup, clairement, de la rénovation. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout cela va engendrer ou aggraver la crise du logement en France. Ça va aussi paupériser des propriétaires bailleurs qui n'auront pas les moyens de parvenir à la rénovation de ces travaux. Et c'est la raison pour laquelle l'UPI a souhaité vous éclairer sur le sujet pour que vous puissiez élaborer une véritable stratégie en fonction de votre patrimoine. Il est clair que si vous avez des logements neufs, vous n'êtes pas concerné. Si maintenant vous avez des immeubles anciens qui sont d'étiquette E, F et G, là, il faudra vous poser les bonnes questions. Alors, pour vous les poser, on va rentrer dans le détail de cette loi climat et résilience, et on a demandé, comme l'a indiqué précédemment notre président, notre nouveau président, on a demandé donc à 2 partenaires les mieux placés de notre organisation de faire une synthèse sur cette réglementation. Alors, on a tout d'abord le réseau Score Habitat, une filiale en fait du Crédit Agricole, un intervenant aujourd'hui majeur de l'immobilier en matière de gestion, mais qui est aussi un relais en matière de financement et d'aide pour la rénovation thermique à travers le Crédit Agricole. Donc, c'est pour nous des acteurs qui comptent beaucoup, en tout cas, pour cette problématique. Donc, ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Rudy Petit-Termon, c'est ça? D'accord, très bien. Avec la responsable en fait, du service rénovation énergétique. Vous voyez, ils ont même constitué un service pour cette problématique qui est un enjeu majeur pour les propriétaires. Et puis le groupe Sodiatec, qui est diagnostiqueur immobilier d'envergure dans la région, qui ce soir est représenté par Laurent Roquin, et qui vous expliquera à la fois le nouveau DPE qui a été mis en place, qui est beaucoup plus contraignant, qui dégrade d'ailleurs les étiquettes par rapport à l'ancien, mais aussi l'audit énergétique qui va devenir obligatoire, avec toutes les recommandations pour parvenir à une meilleure étiquette de votre logement,
avec certains travaux, on peut effectivement améliorer les conditions énergétiques. Voilà, à l'issue de ces interventions, nous procéderons à un jeu de questions-réponses avec la salle, mais aussi avec ceux qui nous suivent depuis leur écran et qui pourront toujours nous poser des questions sur leur messagerie. On essaiera d'y répondre sur leur nombre. Voilà ce que j'avais à vous dire comme introduction. En vous remerciant à nouveau de votre présence et au nom de l'UNPI Val-de-Loire, de vous souhaiter à tous une excellente réunion. Voilà, je laisse maintenant la parole à M. Petit-Permot. Merci. Bonsoir à tous. Alors, merci d'être venus aussi nombreux. Aujourd'hui, je vais vous évoquer toute la réunion, tout ce qui a trait autour de la loi climat, donc la loi. Mais avant d'évoquer cette thématique un peu particulière de cette loi climat, je vais me présenter. Donc, je suis Rudy Petit-Permot, je travaille chez Square Habitat. Ça fait 20 ans que je travaille dans l'immobilier, dont 7 ans chez Square Habitat. J'ai surtout un profil de gestionnaire de biens pour le compte de bailleurs ou syndic de copropriété. Donc les travaux, tous ces travaux, durant quelques années, je les ai suivis directement pour le compte de clients. Depuis un peu plus d'un an, Square Habitat a créé un nouveau service, qui est le service rénovation énergétique, dont je suis le responsable. Alors pourquoi? Parce que d'une part, c'est un sujet passionnant, un sujet d'actualité et qui impacte l'immobilier et qui plus est, les propriétaires. Donc, vous. À titre d'exemple, on va le voir en détail ce soir, mais il y a un certain nombre de lois qui ont été votées, notamment le décret tertiaire, la loi énergie de 2019 et puis la nouvelle loi climat de 2021. À titre d'exemple, un bailleur qui a un bien avec une étiquette G, donc la plus dégradée, ne pourra pas louer son bien à compter de 2023. Donc ça, c'est un exemple. Voilà. In fine, ce service a vocation notamment à pouvoir accompagner nos clients dans toutes ces démarches de rénovation énergétique de leur vie. Alors, ce soir, on va aborder différents sujets. Tout le monde voit l'écran, c'est un peu petit. Alors, on va aborder différents points. Je peux tourner la page? Oui. On va aborder notamment Square Habitat en quelques mots succincts, présentation de la société, le contexte et la définition de la rénovation énergétique, qu'on va voir ensemble. Ah, c'est vrai, c'est un peu flou. On va faire un réglage en attendant. Je peux pas faire mieux. Peut-être éteindre la lumière aussi. Non, ça va? Voilà. Comme ça, on va être dans le noir. De toute façon, vous aurez après à disposition Le support. Le support. Très bien. Quand vous aurez le lien avec le replay, vous aurez le support. Alors, je vais les lire du coup, les points. On va d'abord évoquer effectivement Square Habitat en quelques mots, le contexte et la définition de la rénovation énergétique, le cadre juridique de la rénovation, ce qui borde juridiquement la rénovation énergétique, quels sont les textes, l'impact au niveau du nouveau DPE, et là il y aura l'intervention de la société Sodiatec, le poids des biens énergivores, on verra ensemble les différentes biens par rapport à la consommation, les obligations, ce qui est important, si je fais un récapitulatif des obligations de la loi climat pour les propriétaires bailleurs
et occupants. Une opération succincte d'une opération de rénovation énergétique, ce que c'est. Et puis je vais terminer par le dernier point qui est une illustration d'une passoire thermique. D'accord? Score habitant en quelques mots. Slide suivant. Alors, Score Habitat, c'est une filiale du Crédit Agricole depuis maintenant 15 ans, implantée à Tours depuis 51 ans, depuis ça passe. 36 agences en tout, à la fois dans l'Indre-et-Loire et dans la Vienne, implantée vraiment dans la caisse Turenne pour tout. Et on est présent sur les territoires, 36 agences, et on totalise actuellement à peu près 200 collaborateurs. On est présent et on exerce dans toutes les activités, la vente de biens anciens et neufs. On réalise d'ailleurs 1300 ventes par an. Syndic de copropriété, on est spécialiste également du métier de syndic de copropriété. Nous gérons actuellement 15 500 logements, ce qui correspond à 500 immeubles à peu près, dans tout le secteur. Nous avons également un service de gestion locative, nous totalisons 4 900 biens pour le compte de propriétaires bailleurs. Et puis nous avons, pour terminer, un service d'immobilier d'entreprise pour les professionnels. Alors, on couvre vraiment toutes les activités de l'immobilier, et par-dessus, j'ai mis justement une flèche horizontale, le service rénovation énergétique, en synergie avec justement toutes les activités. Parce que ça impacte l'immobilier, tous nos propriétaires, et quelles que soient les activités. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va commencer par le contexte, la définition de la rénovation énergétique. J'ai mis un graphique, je ne sais pas si vous le voyez, mais je vais vous parler en couleur, parce que c'est assez lointain pour certains. C'est un graphique qui représente tout simplement le secteur du bâtiment. Alors pourquoi, effectivement, ça va comprendre pourquoi, effectivement, les lois ont été votées en l'occurrence. C'est que le secteur du bâtiment, c'est le premier consommateur d'énergie, 45%. 45%, premier consommateur d'énergie, devant les transports qui, eux, sont à 31%. On dit transport, c'est la totale. Les trains, les avions, les voitures, c'est vraiment le total. Le bâtiment, premier consommateur d'énergie. C'est un chiffre clé. On voit sur la partie bleue, justement, la partie basse qui correspond à toute la partie immobilière. Orange, c'est les transports, hein, et rouge, c'est l'industrie. D'accord? Deuxième chiffre important, on va passer au slide suivant, du coup. Le bâtiment, c'est non seulement le premier consommateur d'énergie, mais c'est également le deuxième pollueur, deuxième émetteur de gaz à effet de serre. Et là, cette fois-ci, on est juste devant les transports qui, eux, sont à 30%. Donc 30% au niveau des gaz à effet de serre pour les transports, et le bâtiment représente 19%. Donc juste derrière, cette fois-ci. Sur le slide suivant, le bâtiment, on parle souvent également, sur le slide suivant, s'il vous plaît. Au niveau des biens, il y a un graphique qui est assez bien fait. En 2018, selon une donnée, ils ont recensé toutes les résidences principales nationales. Et effectivement, on parle souvent des 17%. 17% des logements avec une étiquette F ou G ont une étiquette F ou G. Donc ça correspond à 4,8 millions de logements. Donc en fait, sur le graphique, on voit bien les différentes couleurs, de A et en vert, la meilleure étiquette du DPE jusqu'à G. On le voit bien qu'effectivement, F et G représentent 17%. A contrario, donc là, tous les logements F et G, c'est des passoires thermiques, énergivores. A contrario, les étiquettes A et B représentent à elles 6,6%. Ça correspond à 1,9 million de logements. C'est quand même aussi important. Ce graphique montre également que les étiquettes les plus récurrentes, on rencontre le plus souvent, ce sont les étiquettes D et E. D et E représentent 58%, à 60%.
Voilà sur les chiffres que je voulais donner, les données nationales. Vous avez, pour vous donner un ordre d'idée, sur les 4900 biens que nous avons en gestion locative, on a fait également le même recensement pour savoir quelle était effectivement dans notre parc de gestion la partie de logement F ou G. Et effectivement, sur notre parc, on a 9%. 9% ont une étiquette F ou G. Sur le slide suivant, on est toujours dans les notions et les notions. Il faut savoir que les énergies fossiles, une notion sur le fait que les énergies fossiles soient rares, le gaz, le pétrole, c'est un sujet en plus d'actualité. Les énergies fossiles donc, sont rares et contribuent aux augmentations. On les oppose très souvent aux énergies qui sont renouvelables. Donc là, les énergies renouvelables vont dans le sens du développement, seront beaucoup plus développées. À titre d'exemple, comme énergie renouvelable, on peut avoir des énergies renouvelables qui sont eux, générées par des phénomènes naturels, tels que le soleil, avec les panneaux photovoltaïques. On peut avoir également des énergies renouvelables générées par le vent, par les éoliennes, ou également la chaleur puisée dans le sol, par la géothermie. Ce sont des exemples. Voilà, on oppose très souvent énergie fossile et énergie renouvelable. Bien évidemment, compte tenu des augmentations des prix des énergies fossiles, de plus en plus de fonds et d'efforts sont mis sur le développement des énergies renouvelables. Autre enjeu économique et important, je vous ai mis quelques chiffres, alors on ne voit pas très bien ici, mais il y a vraiment un secteur qui est en voie de vraiment développement, une croissance même exponentielle, qui est le milieu de professionnels immobiliers, de travaux en l'occurrence, pour la rénovation. En 10 ans, il y a eu une augmentation de 70% selon l'ADEME, et table sur une création de 400 000 emplois d'ici 2030. Donc vraiment en développement. Et pour vous donner une ordre d'idée au niveau de la facture énergétique de 2019, elle est de 44,2 milliards d'euros. Autre notion à connaître également, l'impact au niveau des politiques nationales et des réglementations thermiques. En fait, lorsqu'un appartement ou une maison, les réglementations pour la construction d'appartements ou de maisons tiennent compte des différentes réglementations. La dernière connue, c'était la RT 2012, réglementation thermique 2012, qui elle était déjà ambitieuse. Depuis le 1er janvier 2022, on ne parle plus de RT, on parle de RE 2020, donc réglementation environnementale. Pour la toute première fois, elle change de nom. Donc ça s'appelle RE, donc réglementation environnementale qui est beaucoup plus ambitieuse pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour vous donner un exemple, jusqu'à présent, les constructions neuves étaient notamment très bien isolées pour lutter contre le froid. Évidemment, il fait froid, c'est bien isolé, on a moins froid à l'intérieur et on dépense moins pour se réchauffer. Un phénomène qui tient compte, la RE 2020, c'est les phénomènes de canicule extérieure. Donc, très bien isolé pour lutter contre le froid, mais également très bien isolé pour lutter contre le chaud. Forcément, lorsqu'il fait trop chaud, dépenser également dans la climatisation. Donc, voilà, les nouvelles constructions tiennent compte de tout cela. Et j'ai mis un graphique pour vous montrer, alors on ne voit pas très bien, mais avec les années de construction, plus les constructions sont récentes et plus les étiquettes sont vertes, bien évidemment, parce que ça tient compte des nouvelles réglementations à chaque fois. Et effectivement, les constructions entre 1919 et 1948, on est plus dans les étiquettes dans le rouge, en fait. Ce sont plus des logements énergivores. Dans le slide suivant, donc effectivement, on a pu voir que les logements, premier consommateur d'énergie, le bâtiment, deuxième gaz à effet de serre, le bâtiment a vraiment une proportion importante de l'énergivore. C'est la raison pour laquelle des mesures réglementaires ont été votées. Donc la rénovation énergétique
des bâtiments est nécessaire. Pour vous donner une définition de la rénovation énergétique, ça désigne donc l'ensemble des travaux visant à améliorer la consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un bien immobilier. On parle souvent de rénovation ponctuelle et de rénovation globale. La rénovation ponctuelle, c'est en fait dans une maison, par exemple, vous changez uniquement le système de chauffage. Vous intervenez sur un poste, vous changez tous les convecteurs, par exemple. Voilà, c'est une rénovation ponctuelle. Et quand vous effectuez une rénovation globale, dans cette même maison, vous intervenez sur plusieurs postes. Vous revoyez le remplacement des fenêtres, vous mettez du double vitrage, vous intervenez sur l'isolation et vous révisez le système de chauffage. Dès que vous intervenez sur plusieurs groupes de travaux, on parle de rénovation globale. Après, la rénovation, en termes d'objectifs, ils sont très clairs. Je les ai résumés en 4 objectifs. D'une part, le confort, parce qu'effectivement, ça permet de mieux conserver la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Deuxième point, économie. Une fois rénové, ça fait baisser les factures d'énergie, tout simplement. Troisième point, c'est valorisation. Valoriser le patrimoine, on parle aujourd'hui de valeur verte. Sur le marché de la vente, il y a une société d'ailleurs qui a recensé toutes les ventes réalisées au niveau national, tout le parc, appartements et maisons, et effectivement, ils ont pu analyser, ce qui est logique, plus vous avez des étiquettes vertes, plus le bien se vend mieux, même plus cher. Et quand vous avez une étiquette plus en voyant rouge, au contraire, il y a une décote même allant jusqu'à 20%. Donc la valeur verte prend vraiment une dimension nouvelle de la société. Et puis quatrième point qui est la préservation, contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Sur le slide suivant, je vous ai présenté donc le cadre juridique de la rénovation énergétique cette fois-ci. On aborde ce point-là. Au niveau de la rénovation énergétique, il y a 3 textes qui s'appliquent. Le premier, ce n'est pas ordre chronologique, hein, c'est le décret tertiaire, la loi énergie de 2019, et puis la toute nouvelle loi climat de 2021. Je commence par ordre chronologique, plus ancien. Le décret tertiaire. Donc le décret tertiaire, qu'est-ce que c'est? Le décret tertiaire, c'est en fait la première véritable obligation de réaliser les travaux de rénovation. En fait, l'objectif de ce décret, c'est de faire baisser à 60% minimum la consommation énergétique du parc tertiaire à l'horizon 2050. Principalement, le décret tertiaire, c'est en fait, il s'applique pour les immeubles qui ont une superficie plancher supérieure à 1000 m². Quand vous avez une superficie cumulée de plus de 1000 m², le texte s'applique. Je prends un exemple, un immeuble, vous avez au rez-de-chaussée un salon de coiffure, une agence immobilière, un autre commerce. La totalité de superficie de ces commerces font 1000 m², le texte s'applique. D'accord? Il s'applique pour tout l'immeuble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour remplir les conditions de diminution de consommation énergétique, il faut d'abord remplir une année de référence de consommation. Cette année cette consommation, pour justement, ça va être un repère pour la diminution, pour la réduction des consommations. Donc, il faut inscrire une année de référence. La date butoir, c'est au mois de septembre 2022, sur le site qu'on appelle Opérat, Observatoire de la performance énergétique de rénovation et des actions du tertiaire. Donc, c'est un site. Une année de référence, on inscrit l'année de référence de consommation, et après, on s'engage à diminuer sa consommation. Alors, c'est par palier, hein, c'est progressif. Moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. D'accord? Et s'ils ne le font pas, il y a une amende. Donc, c'est véritablement
une obligation de vraiment engager une diminution des consommations. Ça, c'était sur le décret tertiaire. Autre texte, qui est la loi énergie-climat. La loi énergie et climat de 2019, elle a principalement deux axes. Donc les textes de référence, c'est notamment les accords de Paris de 2016, et effectivement, elle a deux axes. Les deux axes, c'est très clair, c'est la réduction de la consommation des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables. Ça, c'est le premier axe. Et l'autre, c'est lutter contre les passoires thermiques. Effectivement, c'est elle qui, en 2021, l'année dernière, a d'une part gelé les loyers sur les DPE F et G. Par contre, c'était en zone tendue. Zone tendue, c'est les grosses agglomérations. Donc nous, dans ce secteur, on était épargnés. En 2022, cette loi, elle a initié également, elle a mis l'obligation d'informer l'acquéreur et le locataire sur les dépenses théoriques d'énergie. Dorénavant, depuis le 1er janvier 2022, lorsque un bien est en publicité, écrit ou sur Internet, il y a une obligation, agence immobilière ou particulière, il y a une obligation d'inscrire dans les annonces les dépenses théoriques d'énergie du bien. En 2023, cette loi également, la loi de 2019, elle a également initié la notion d'indécence des logements indécents. Donc un bailleur, bien évidemment, ne peut pas louer tout et n'importe quoi. Il y a des critères de décence au niveau de la loi. C'est la loi SRU qui l'a d'ailleurs précisé. Jusqu'à présent, il y en avait quatre critères, notamment la superficie minimale, les conditions vraiment sereines pour le locataire et paisibles. Maintenant, il y a un cinquième critère qu'on appelle performance énergétique. Si le bien est énergivore, le bailleur ne peut pas louer son bien parce qu'il est considéré comme indécent. Voilà, cette notion-là a été initiée par la loi énergie et climat. Et puis, dernier point qu'elle a initié, cette loi énergie et climat, lorsqu'elle a été votée, elle s'est fixée un objectif de 10 ans pour éradiquer toutes les étiquettes F et G. D'où l'obligation, à compter du 1er janvier 2028, pour que les étiquettes F et G disparaissent. Il faut vraiment faire les travaux avant le 31/12/2027. C'est sur ce slide. J'évoque maintenant la loi climat. Alors, la loi climat de 2021, elle a fait, c'est une loi qui a fait couler beaucoup d'encre, comme on dit, fait beaucoup parler d'elle. Principalement, cette loi, elle ancre l'écologie dans la société. Donc, il y a différents sujets qui sont assez intéressants, service public, l'éducation des enfants, les déplacements, les modes de consommation. Voilà, on va évoquer ce soir la partie immobilière. Parce qu'au départ, ce texte comportait 69 articles en tout, et au fur et à mesure du vote et de la loi, lorsque cette loi est votée, justement, elle comporte au total 305 articles. Elle a commencé avec 69, puis elle a pris 4 fois plus de volume. Donc cette loi comporte 305 articles. Sur les 305 articles, il y a 103 qui concernent l'immobilier. Ça fait un sacré pavé, j'ai imprimé, c'est quand même un sacré pavé. Donc un tiers du texte parle de l'immobilier. Vous avez, je vous ai recensé les 5 points qui sont évoqués par cette loi climat, notamment, je ne vois pas très bien, rénover les bâtiments, diminuer la consommation d'énergie, lutter contre l'artificialisation des sols en adoptant les règles d'urbanisme, lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes, et puis adapter les territoires aux effets des dérèglements climatiques. Donc vraiment, voilà les 5 points des 103 articles, se découlent en 5 chapitres. Autre point très important au niveau de cette loi climat, c'est qu'elle vient modifier la réglementation du DPE.
Le DPE, il est obligatoire depuis 2006 pour la vente ou la location d'un bien, donc diagnostic de performance énergétique. Et il est vrai que depuis la loi Elan de 2018, le DPE, il y a eu une grosse refonte de ce document qui, auparavant, n'était pas opposable, il n'avait pas une valeur juridique importante. Maintenant, depuis le nouveau DPE qui est sorti et en vigueur depuis le 1er juillet 2021, le nouveau DPE est opposable. Il a une valeur juridique beaucoup plus importante. Il est beaucoup plus lisible, il est beaucoup plus fiable, et effectivement, il montre de manière très ludique l'étiquette du bien, de A à G, bien évidemment, c'est le but pour nous. Et notamment en termes de recommandations de travaux, c'est assez bien fait. Voilà ce que je voulais évoquer par rapport à cette loi climat. Oui. Ce qui me permet justement de faire une transition par rapport au DPE, par l'intervention justement de la société Sodiatec qui va justement parler de l'impact. L'impact de ce nouveau DPE qui est en vigueur depuis le 1er juillet. Et puis après son intervention, je vais poursuivre sur les récapitulatifs, notamment au niveau des obligations des lois, de la loi climat pour les propriétaires occupants et bailleurs. D'accord ? Sodiatec pour l'intervention pour le nouveau DPE. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis content de venir vers vous en représentant du groupe Sodiatec, partenaire de l'UNPI depuis de nombreuses années et acteur du coup de la réalisation des diagnostics immobiliers réglementaires à la vente et à la location. Je suis content de venir vous voir parce que vous allez pouvoir libérer vos mécontentements concernant ce fameux diagnostic de performance énergétique que vous comprenez mal certainement, que vous estimez une nouvelle contrainte, et plus qu'une nouvelle contrainte, plus que de celle de missionner un diagnostiqueur, de le payer pour une prestation que vous allez livrer à votre locataire ou candidat acquéreur, plus que ça, une obligation du coup qui va se détourer au travers de la restitution de ce diagnostic de performance énergétique, une obligation de faire des travaux. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte où la loi climat et résilience donne des enjeux extrêmement ambitieux de rénovation énergétique, et les premiers qui vont supporter du coup ces contraintes dans un délai très court, ce sont vous, propriétaires immobiliers, qui depuis des années vous avez des biens que vous exploitez ou vous avez des candidats locataires, et là tout d'un coup on va vous dire dans 2 ans, dans 10 ans, vous allez avoir une obligation de travaux. C'est insupportable dans ce délai très court, pour vous comme pour nous diagnostiqueurs. Et c'est pour ça que je fais ce préambule, parce que vous allez pouvoir dire, vous les diagnostiqueurs, vous avez mauvaise presse, on lit du coup dans les associations de consommateurs la dégradation de vos prestations, on ne comprend rien à pourquoi ce DPE, qu'est-ce que c'est que ces étiquettes dégradées qui nous empêchent de louer. Eh bien, sachez qu'on le supporte extrêmement difficilement et que c'est extrêmement contraignant pour nous et que nous sommes regroupés, vous, association de propriétaires, et nous, association représentants syndicales de diagnostiqueurs, pour dire, messieurs les législateurs, vous êtes trop ambitieux et vous nous mettez une pression trop forte. Je vais vous donner des exemples. Les logiciels qu'on utilise aujourd'hui pour faire vos DPE, qui sont le bras armé de l'étiquette énergétique, ne sont pas encore validés, ne sont pas encore finalisés, et on nous oblige en fait à être des acteurs vertueux. Sachez que nous, diagnostiqueurs, nous sommes une profession où nous avons tous les 5 ans l'obligation de renouveler notre permis de travailler. Nos acteurs doivent suivre une formation continue, 3 à 5 jours, tous les 5 ans, avec des audits, des diagnostics qui ont été faits par un tiers certificateur qui va nous donner un permis de travailler. On est une profession où on est sans cesse en train de s'adapter aux nouvelles contingences réglementaires et on fait de notre mieux. Cependant là, vous propriétaires, nous diagnostiqueurs, nous sommes dans le même bain, celui de se dire, messieurs les politiques,
oui pour une politique vertueuse en termes de rénovation énergétique, non pour travailler dans la précipitation et faire en sorte que le mécontentement y soit de tous les côtés. Les agents immobiliers, les propriétaires immobiliers, les diagnostiqueurs immobiliers, nous sommes tous mécontents de cette réforme. Cependant, elle est là, et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de vous l'expliquer. Et c'était important que je fasse ce petit préambule, parce que c'est complexe pour nous, c'est complexe pour vous de comprendre ces enjeux. Malheureusement, nous devons faire avec. Comment ça se passe? Ah, pardon. Parfait. Bien. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite présentation du coup sous l'angle de ce nouveau DPE. Bien sûr, j'ai dans ma besace des réponses peut-être à la plupart des questions que vous vous posez, et je vous propose à l'issue de cette présentation, s'il y a des questions, eh bien qu'on interagisse ensemble. Alors, je ne le vois pas, j'ai fini par là. Ah, d'accord. C'est-à-dire que quand je tourne, c'est uniquement sur le... C'est quoi là, c'est les principales évolutions du DPE, c'est oui. pas ça? Ah oui, d'accord. Ça marche. Donc, Rudy vous expliquait tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs versions du DPE, 2006, V1, puis une V2, puis, depuis le 30 juin 2021, une nouvelle version, la version V3. Qu'est-ce qu'elle présente, cette nouvelle version? C'est une uniformisation des méthodes de calcul, quel que soit le logement et son année de construction. Dans la V2, en fait, résidaient deux méthodes qui étaient complètement différentes, divergentes. L'une qui reposait sur la méthode des factures, c'est-à-dire qui reflétait la consommation du logement. C'est pour ça que le diagnostiqueur vous demandait à un moment donné: donnez-nous les factures de consommation énergétique, puisqu'on rapportait les kilowattheures consommés à la surface du logement. Ça, c'était une première méthode dite la méthode des factures. L'autre méthode, la méthode dite 3CL, est une modélisation de la boîte de déperdition, où on estime les surfaces de déperdition de murs, de planchers, de plafonds, de menuiserie. On modélise le type de chauffage, d'eau chaude sanitaire, et à l'issue de ces paramètres rentrés dans le logiciel, on affecte une note de performance énergétique. C'est donc un moteur de calcul qui est renseigné par les données d'entrée. Ces deux méthodes coexistaient très très mal. Le législateur, du coup, a été vertueux et a souhaité, du coup, l'uniformisation de ces méthodes. Ce qui relève de ce premier impact, c'est la fin des DPE vierges. Peut-être avez-vous reçu des diagnostics de performance énergétique où vous aviez finalement restitué une étiquette vierge, à n'y rien comprendre. Je fais venir le diagnostiqueur, je le paye, et il me remet un DPE avec une étiquette vierge. Ça, c'est terminé. Slide suivante. Ce nouveau DPE. C'est dès lors 5 utilisations de l'énergie du logement ou du local au lieu de 3. Quelles sont ces énergies? Le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la climatisation et les deux nouveaux, l'éclairage et les auxiliaires, dont la ventilation. Alors, voilà où le bât blesse dans cette nouvelle formalisation et contractualisation d'un diagnostic de performance énergétique V3. Le législateur a dressé une liste réglementaire de documents que le diagnostiqueur doit demander à son client propriétaire pour pouvoir réaliser ce DPE. L'ensemble de ces documents obligatoires à collecter paraît extrêmement complexe. Quand on lit l'ensemble des documents, par exemple le permis de construire, le règlement de copropriété, l'étude thermique, la facture ou les factures des travaux qui ont été réalisés, les justificatifs de crédit d'impôt, la surface habitable de la maison, la surface habitable de l'immeuble,
le descriptif des installations individuelles, descriptif des installations collectives, mode de gestion de ces installations collectives, justification d'entretien des installations, facture des travaux réalisés, documents techniques des matériaux installés et taxes d'habitation. C'est la liste officielle des documents qui sont demandés aux propriétaires et que nous devons contractualiser avec vous. Bien évidemment, c'est extrêmement complexe. Quelle est la finalité de ces documents? L'idée, c'est que quand on réalise un diagnostic de performance énergétique, nous ne réalisons pas de sondage destructif. Nous ne sommes pas en capacité d'aller vérifier l'isolation qui est derrière ce plateau-plâtre, que vous avez pourtant certainement fait réaliser il y a une dizaine d'années. Et pour ce faire, pour pouvoir produire un DPE qui reflète la réalité, là on comprend, hein, dans notre étiquette de performance énergétique, il y a des enjeux fiscaux extrêmement importants, des enjeux de travaux, des enjeux qui vont déclencher chez vous la réalisation de travaux, le financement à prévoir, comment j'interface ça avec mon locataire en place. Voilà, donc au travers de cette étiquette de performance énergétique, nous devons être le plus précis. Et toutes les informations dont vous disposez, qui nous permettent d'éclairer en fait le technicien afin qu'il fasse un DPE au plus proche, eh bien, c'est l'enjeu de ces documents qui sont demandés. Bien évidemment, ce n'est pas facile, et nous essayons de travailler le plus en harmonie avec les documents que vous nous remettez. Bien. Une des principales évolutions également de ce DPE version V3, c'est l'opposabilité du DPE. Ce nouveau DPE instaure que l'ensemble des données qui sont contenues dans le rapport sont désormais opposables. Alors, opposables à qui? Opposables au tiers, au locataire, à l'acquéreur, qui peut du coup se servir de ces données pour contester, pour obtenir des indemnités en cas d'erreurs qui sont prouvées ou de tromperies éventuelles qu'il pourrait y avoir. Et toutes les informations qui sont saisies liées à cette performance énergétique sont désormais opposables. Ça crée des zones de conflit possibles entre le locataire et son propriétaire, le locataire et le diagnostiqueur, et ça nous met du coup dans une logique extrêmement vertueuse en amont. C'est pour ça d'où l'importance aussi de recueillir le maximum d'éléments et pour nous d'être le plus précis possible quand on va réaliser les investigations sur le terrain. Les seuls éléments qui ne sont pas opposables, ce sont les recommandations. Les recommandations, hein, on verra dans le slide à venir, les recommandations visent en fait à simuler des bouquets de travaux qui permettent de sortir de l'indécence énergétique et d'évaluer du coup une enveloppe financière de ces travaux, bien sûr. Ça, c'est le travail du diagnostiqueur. Bien. Une des principales évolutions complémentaires du DPE V3, c'est de livrer aux utilisateurs de ce DPE, les propriétaires, mais bien évidemment aussi les locataires et les acquéreurs, de livrer des rapports qui sont plus lisibles, qui sont plus explicites, qui sont mieux et plus exploitables. Alors, meilleure visibilité du rapport et meilleure compréhension des nouveaux rapports. Ils vont plus loin en fournissant des appréciations complémentaires sur la performance de l'isolation, sur le confort d'été, sur les différentes parties déperditives du logement, et bien sûr sur des recommandations d'usage, de gestion et de l'entretien. Clarté, lisibilité, imposée par un format réglementé. Réglementaire. Aujourd'hui, l'ensemble des DPE qui sont livrés par les diagnostiqueurs immobiliers ont la même trame, la même forme, la même couleur. C'est l'idée, du coup, on impose une trame qui est plus lisible. Alors, vous allez certainement vous poser des questions puisque depuis 2006, vous avez fait faire, lors des nouveaux candidats locataires, des diagnostics immobiliers et donc vous avez à disposition dans votre dossier
des DPE, des anciens DPE qui ont des dates de validité qui sont encore, c'est marqué sur le document, qui sont encore valables. Donc, le législateur a prévu une transition avec des dates butoirs à partir desquelles les diagnostics qui sont réalisés avant le 31 décembre 2017 ne sont plus valables. Au 1er janvier 2023 ne seront plus valables les DPE qui sont réalisés avant le 31 décembre 2017. Les DPE qui sont réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 1er juillet 2021 auront une durée de validité butoir au 1er janvier 2025. Ben oui, c'est dur à suivre. Je suis désolé. Alors, le conseil, bien sûr, pour essayer de vous en sortir par rapport à ces contraintes, ben, c'est d'appeler votre diagnostiqueur, évidemment, et puis de lui transmettre la documentation que vous avez entre les mains pour qu'il check. Normalement, un professionnel vertueux, eh bien, vous fera une analyse objective, mais vous pouvez aussi aller voir votre partenaire immobilier. Les agents immobiliers aujourd'hui sont acculturés à la compréhension de ces diagnostics et sauront vous dire si le diagnostic de performance énergétique que vous avez entre les mains est encore en validité. Cependant, comme du coup nous sommes dans une nouvelle version avec des objectifs très ambitieux, et on va voir aussi avec une autre différenciation très importante qu'on aborde dans les slides à venir, on vous conseille de faire refaire ce diagnostic de performance énergétique parce qu'il va apporter du coup une sécurisation juridique. On a vu, désormais les DPE sont opposables. Et par ailleurs, il vous permettra d'être éclairé avec les nouvelles dispositions techniques, hein, parce qu'il y a des nouveaux critères d'entrée hein, qui changent et qui modifient la lettre. Hein. C'est ça l'idée, bien évidemment. Si ça avait été exactement les mêmes données d'entrée, ben, il n'y aurait pas eu de réforme du DPE. Bien. Donc, ce qu'il faut comprendre au travers de cette slide, c'est que, en fonction de la date de réalisation de vos anciens diagnostics de performance énergétique, vous avez des durées de validité qui vont courir et il va y avoir des dates butoirs, à partir desquelles ils ne sont plus réglementairement valides. Et bien évidemment, vous n'aurez pas l'information sur les DPE, puisque l'information que vous avez sur le document, c'est une validité de 10 ans. Bien. Donc, vous allez vous retrouver avec des DPE vierges, sans étiquette, avec des DPE qui ont été faits suivant la méthode guide des factures, et on vient d'en parler, vous avez des validités qui sont dans le tableau précédent. Et cette slide, en fait, était là pour me rappeler qu'il faut vous conseiller de réaliser un DPE suivant la nouvelle méthode, mais je l'ai dit avant même de vous présenter cette slide. Bien. Alors, je vais vous présenter quelques éléments graphiques de ce DPE V3, mais avant de vous parler de la nouvelle présentation du DPE V3, il faut comprendre, contrairement à l'ancienne méthode, qui ne se préoccupait que de l'énergie, l'énergie primaire, vous aviez un classement qui allait de A à G, et vous avez une information de gaz à effet de serre, l'équivalent de gaz à effet de serre que l'on traduit en électricité, on donne un équivalent de gaz à effet de serre à l'électricité, et par ailleurs, on a un équivalent de gaz à effet de serre en fonction de l'énergie, du gaz, du fuel. Bien. Jusqu'à présent, l'étiquette n'était donc basée que sur les kilowattheures par mètre carré et par an du logement, et c'est ce calcul-là qui a affecté l'étiquette. Désormais, dans cette nouvelle V3, c'est une double entrée. C'est un canal à double entrée. Et vous pouvez être en E et d'être du coup dans des dispositions transitoires plutôt favorables en énergie et être en G en gaz à effet de serre et votre bien se retrouve classé en G. C'est une double entrée par le pire. D'où la complexité
pour s'y retrouver et la compréhension aussi des enjeux de refaire ce DPE V3 quand bien même on a une période de validité. Je reviens sur le propos précédent. Bien. C'est pas forcément très clair, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la classification prend en compte la note la plus défavorable entre les deux étiquettes, gaz à effet de serre et énergie. Et la classification dont on parle, que Rudy présentait précédemment, c'est la classification, c'est l'étiquette énergétique et gaz à effet de serre, ou gaz à effet de serre. Voilà, double entrée. Voilà, je vous donne un exemple. J'en parlais tout à l'heure, mais voilà. Classification 326 kWh par mètre carré par an, on se trouve en E. A priori, du coup, on est sorti de l'étiquette problématique. Or, en gaz à effet de serre, on se retrouve à 73 kg de gaz à effet de serre, enfin de CO2 par an, et l'étiquette, du coup, se retrouve bien en F. Petit éclairage du coup sur la présentation graphique du nouveau DPE. Une estimation qui est présentée des coûts annuels d'énergie du logement. C'est une fourchette qui est proposée, fourchette assez large, hein, vous voyez, mais suffisamment représentative pour se positionner en fonction de l'utilisation, puisque là, l'utilisateur a une importance, évidemment, celui qui va chauffer très fortement son logement, ou en fonction de l'occupation, un couple ou un foyer avec 4 enfants, et bien évidemment, on n'aura pas forcément la même utilisation. C'est donc une estimation des coûts annuels sous l'angle d'une projection d'une typologie d'occupation, d'où la fourchette. Voilà, donc dans le nouveau rapport, un exemple de consommation d'énergie avec des montants et des consommations annuelles d'énergie qui sont évaluées sous l'angle du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, du refroidissement, de l'éclairage et des auxiliaires. Avec du coup une répartition des dépenses afin de mieux comprendre sur quel poste travailler, faire des travaux pour améliorer le DPE. Pareil, une présentation de schéma de déperdition du logement pour comprendre sur son bien quelle est la répartition déperditive par le biais de la toiture ou du plafond, par le biais de la ventilation, des portes et fenêtres, des murs, du plancher bas ou des ponts thermiques. Ce qui permet du coup d'avoir une représentation assez intéressante dès lors où on s'intéresse, bien sûr, à la façon dont on va appréhender ces travaux, essayer de comprendre et d'aborder le sujet demain aussi avec le maître d'œuvre ou avec l'entreprise de travaux avec laquelle vous allez contracter pour faire vos travaux d'amélioration. Une catégorisation insuffisante, moyenne, bonne ou très bonne, une petite image claire pour comprendre la nature de la performance de l'isolation. Une étiquette et une information sur le confort d'été, hors climatisation, sur la production d'énergie renouvelable, bien sûr si le logement est équipé de ce type d'installation. Par ailleurs, vous allez avoir une vue d'ensemble du bâtiment sous l'angle des murs, des planchers, des éléments de construction qui vont vous préciser si l'isolation est suffisante, insuffisante, plutôt bonne. Et bien évidemment, vous allez avoir des recommandations. Dans ces recommandations de travaux, vous allez avoir deux types de travaux. Un premier bouquet de travaux
qui vise à identifier les travaux essentiels qui vous permettent de sortir de l'indécence énergétique. Et donc ça, c'est le travail de nos techniciens diagnostiqueurs, eh bien de choisir en pertinence, bien sûr, hein, il s'agit d'essayer de s'adapter le plus possible à la typologie du logement, et donc de présenter un bouquet de travaux qui permet de sortir de l'indécence énergétique. Puis, un deuxième volet de travaux, c'est celui qui va permettre en fait d'être vertueux. Changement de slide encore, on a 2 slides en retard. Encore, voilà, merci. Du coup là, nous avons au travers de cette étiquette, on visualise en fait ces 2 bouquets de travaux. Le premier bouquet qui permet de sortir de G, de l'étiquette G, pour arriver à l'étiquette E. Et le bouquet final avec, bien sûr, le premier bouquet de travaux, plus celui qui nous permet d'arriver en A, en B ou en C. C'est l'objectif. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le diagnostic de performance énergétique. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Une chose essentielle pour comprendre aussi ce qui vous attend sous l'angle des DPE qui sont identifiés en F ou en G. Le législateur a prévu à la vente, au départ, hein, dans la loi climat et résilience, dans le projet, c'était à la vente et à la location. Ils ont ressorti la location en se disant, oh là là, ça va être trop compliqué. Déjà, pour prévoir les ventes, on va rendre obligatoire un audit énergétique. Et un audit énergétique, le bon sens voudrait que lorsque l'on vend un bien, l'audit énergétique, on le rende obligatoire et on le confie finalement à l'acquéreur. L'acquéreur, il a des travaux auxquels le vendeur entrefiche. Il va faire une extension, il va avoir un budget considérable pour organiser ses travaux. Eh bien, malheureusement, le législateur, il a rendu obligatoire et contraint le propriétaire vendeur à réaliser, lorsque son bien est en indécence énergétique, un audit énergétique. Alors vous allez me dire, alors là je ne comprends plus rien. Vous venez de m'expliquer qu'on doit faire une expertise, on doit essayer de comprendre le bouquet de travaux pour sortir de cette indécence énergétique, mais on va nous apporter une couche supplémentaire. Eh bien oui, il va falloir faire un audit énergétique qui va somme toute plus loin pour appréhender de façon pragmatique, parce que le travail du diagnostiqueur s'arrête malgré tout à une vision globale, à une approche, à des estimations, là où l'audit va rentrer dans le détail et va mieux détourer au travers de la configuration du bien, par rapport à son environnement extérieur, par rapport à sa configuration monument historique, par rapport à des approches de maîtrise, des connaissances de l'environnement, des accompagnements pour subventionner ces travaux. Et donc, la différence qu'il y a entre un DPE et un audit énergétique, il y a une petite quinzaine de points complémentaires où on va un petit peu plus loin. Alors la bonne nouvelle, c'est que le législateur, on s'est battu, hein, les syndicats de diagnostiqueurs se sont battus pour dire si vous ne permettez pas au diagnostiqueur immobilier, à cet acteur en fait, qui a déjà une bonne culture du diagnostic de performance énergétique, si vous ne lui permettez pas de faire l'audit énergétique, vous courez à la catastrophe, parce que les bureaux d'études thermiques aujourd'hui qui existent sur le territoire hein, sont déjà débordés, archi débordés. On a vu les différentes réglementations que Rudy a présenté tout à l'heure, la loi climat et résilience, le décret tertiaire, les obligations d'audit énergétique sur des bâtiments publics.
Ces bureaux d'études sont débordés et de rendre l'audit énergétique obligatoire à la transaction, c'était courir un grand risque en fait que cet environnement ne soit pas applicable. Donc, il est ouvert aujourd'hui aux diagnostiqueurs immobiliers la possibilité de faire l'audit énergétique, bien évidemment sous réserve d'avoir une formation et demain une certification de compétences d'entreprise, puisque nous devrons être labellisés pour pouvoir faire les audits énergétiques. Ça devait être obligatoire au 1er janvier de cette année. Ça a été reporté au 1er septembre. Au 1er septembre, le législateur rend obligatoire à la vente d'audit énergétique et nous serons, diagnostiqueurs immobiliers, au rendez-vous des prestations pour livrer cet audit. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. J'espère être dans les délais. On m'a demandé de faire court, synthétique, et j'ai essayé de l'être. Je suis vraiment à disposition pour répondre à toutes vos questions tout à l'heure et je pense comprendre, vu des réactions, qu'elles sont nombreuses. Merci Laurent. Excusez-moi, problème technique. Voilà. Merci Laurent pour toutes ces précisions au niveau du DPE. Je vais poursuivre le sommaire avec le poids des biens énergivores. Effectivement, je vous ai mis sur une balance de manière très simple. Donc le DPE, performance de DPE, il y a plusieurs étiquettes, de A à G. Je vous ai mis effectivement, lorsque les étiquettes sont plutôt dans les voyants verts, A, B, C, tout va bien. Pas de travaux. Pas de nécessité de faire des dépenses, pas de travaux. Pas d'obligation particulière. Lorsque vous commencez lorsque le bien présente une étiquette D, E, F, G, là, les obligations tombent. Le premier point, tout en haut de la balance, c'est l'obligation d'afficher la mention logement à consommation excessive. Effectivement, depuis le 1er janvier 2022, lorsqu'un bien a une étiquette F ou G, lorsqu'on met une annonce immobilière, on est obligé de mettre la mention logement à consommation excessive. Je vous accorde que ce n'est pas très vendeur, mais c'est une obligation. Autre point, l'obligation d'augmenter le loyer. Donc dès qu'on a une étiquette F ou G, on ne peut plus augmenter le loyer. On va le voir dans le slide suivant en détail, hein, j'ai mis tout ça dans l'ordre. Autre point sur cette balance qui pèse, c'est l'interdiction de louer le logement. La notion d'indécence. Dès qu'on a une étiquette E, F ou G, le logement, voilà, en fonction de l'étiquette, le logement devient indécent. Obligation de réaliser un audit énergétique, hein, comme l'a dit Laurent tout à l'heure. Effectivement, cette obligation, elle devait rentrer en vigueur au mois de janvier 2022. Ça a été reculé, reporté au 1er septembre, c'est bientôt, c'est demain. 1er septembre, on va commencer par les biens énergivores. Dans le slide suivant, on va le voir tout à l'heure. Et effectivement, dès qu'on a une étiquette F ou G, ça y est, ça commence, donc l'audit obligatoire. Et puis, dernier point sur cette balance de biens énergivores, c'est l'obligation de réaliser les travaux énergétiques, qui eux sont pour les étiquettes F ou G. Dans le slide suivant, très important ce slide, c'est un récapitulatif de la loi climat. Loi climat, les obligations du coup pour les propriétaires, occupants et bailleurs. Cette fois-ci, tout est mis dans ce slide. C'est un peu petit et j'ai pas la souris. Bon, en tout cas, il y a une frise chronologique. Je ne sais pas si vous voyez les dates. Ça va de 2022, 2023, 2024 jusqu'à 2034. Hein.
Je vais utiliser votre souris si ça. Pas de souris. Si vous branchez ça, sinon, branchez ça sur on va faire avec les moyens du doigt. Super. Comme ça, j'ai l'œil dans cet ordinateur. Ici, vous voyez, constatez, donc la frise chronologique, elle est là. Ça va de 2022 à 2034. Et puis, vous avez deux parties. La partie individuelle ici, et les deux dernières lignes, ce sont des parties qui concernent les parties communes. D'accord? Je vais commencer sur la partie privative, des appartements et des maisons, qui sont les 5 points en haut, les 5 lignes qui sont là. D'accord? La première ligne, tout le monde voit la souris. La première ligne, c'est l'impossibilité d'augmenter les loyers. En 2022, donc cette année, à compter du mois d'août, toutes les étiquettes, si le bien a une étiquette F ou G, vous ne pouvez pas augmenter le loyer. Interdiction. Donc là, c'est clair et c'est relativement simple. Dès qu'il y a une étiquette F ou G, pas d'augmentation de loyer. La deuxième ligne, qui est ici, ça concerne l'indécence, interdiction de louer le logement cette fois-ci. Alors, pour faire très simple, en 2023, on ne va pas parler en étiquette. Je suis désolé, parce que il y a un décret, pour être totalement précis, il y a un décret qui est paru le 11 janvier 2021, parce qu'en fait, lorsque la loi, une petite parenthèse, mais lorsque la loi 2019, la loi énergie et climat, elle a dit effectivement on ne peut pas louer tout et n'importe quoi, elle a rajouté un critère supplémentaire de décence du bien. C'est-à-dire que si le bien consomme trop d'énergie, il devient énergivore, donc indécent, donc inlouable. D'accord ? Simplement, la loi de 2019 n'a pas précisé quel seuil. Lorsque la loi n'est pas complète, elle est complétée par un décret ou un arrêté. Donc, il y a un arrêté, plutôt un décret du 11 janvier 2021 qui est venu dire dès que le bien a une consommation qui dépasse 450 kWh par an, par mètre carré en énergie finale, le bien est inlouable. D'accord? Dès que ça dépasse 450 kWh, c'est indécent. Et ça, cette obligation, c'est pour 2023. Et 2023 pour les nouveaux veaux. Ça veut dire qu'un locataire est en place, même si le bien est énergivore, vous pouvez quand même le louer. D'accord? Si le logement devient libre et que vous signez un nouveau bail en 2023, là, vous ne pourrez pas le louer. Il faudra faire des travaux avant pour améliorer l'étiquette du logement. D'accord? Ensuite, l'interdiction de louer pour 2025, 2028 et 2034, là, cette fois-ci, ça fonctionne en étiquette. Et là, ce sont les mesures prises par la loi climat. En 2025, ici, 2025, c'est pour les étiquettes G. Alors, pourquoi ça fonctionne en étiquette? Parce que le seuil des étiquettes ont été changés par un arrêté du 31 mars 2021. Bon, maintenant, je vous rassure, ça ne bougera plus. En tout cas, pas dans les médias. Le seuil du G, des lettres, ont été modifiés avec cet arrêté, en fait. C'est la raison pour laquelle la loi climat est venue indiquer que les étiquettes G, du coup, et le nouveau seuil de G, c'est pour 2025. Dès que le bien a une étiquette G, ancien, nouveau ou ancien bail, le bien ne peut pas être loué. Il est considéré comme indécent. Donc, il faut faire des travaux pour améliorer l'étiquette du bien avant 2025. D'accord? Ensuite, dès que le bien a une étiquette F, c'est la date butoir. F, c'est 2028. Et E, c'est 2034. Ça va pour tout le monde? C'est pas évident juste au début, mais vraiment, ce qui est prendre en considération pour 2023, c'est dès que ça dépasse 450 kWh en énergie finale, par mètre carré éteint. Ensuite, sur la troisième ligne, ça concerne l'obligation de réaliser un audit énergétique.
En fait, un propriétaire vendeur, lorsqu'il vend son bien immobilier, en plus de tous les diagnostics obligatoires lors d'une vente, il aura maintenant à faire réaliser un audit énergétique. Alors, l'audit énergétique, c'est quoi? C'est tout simplement un diagnostic qui vient détailler, qui vient donner des simulations des scénarios de travaux précis. Donc, en général, il y en a un, voire deux scénarios, avec justement une estimation des aides qui vont en face. Donc, l'auditeur qui réalise cet audit engage sa responsabilité sur les travaux à réaliser. Si vous les suivez, vous allez pouvoir justement améliorer la performance de votre logement. C'est vraiment un support juridique et précis sur lequel on peut se reposer pour réaliser les travaux de rénovation énergétique. Le prix de cet audit, je vais vous donner pas une fourchette, mais plus un râteau. Aujourd'hui, il y a eu un décret d'application sur la compétence, comme le disait Laurent. Il y a un décret qui est paru le 23 septembre qui vient préciser qui sera compétent pour faire cet audit. Donc, les formations des personnes, des sociétés sont en train de se former pour être vraiment pour répondre à toutes les exigences pour réaliser cet audit. Donc, là, c'est le cas. Par contre, il nous manque le décret d'application sur la réelle date d'entrée en vigueur de cet audit. Donc, pour l'instant, on a une date au 1er septembre, on n'est pas là avec que ça change. Pour l'instant, c'est le cas. D'accord ? Et pour vous donner un prix, justement, on est dans entre 450 €, vraiment le prix le moins cher, et ça monte pour une maison à jusqu'à 1600, 1800 €. Ça peut monter très cher. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc l'audit, en plus de tous les diagnostics que doit faire le propriétaire pour vendre son bien, justement, il devra faire cet audit. Alors, ça va commencer par 2022, étiquette F ou G. Dès qu'on a une étiquette F ou G, tout le monde voit ma souris, c'est 2022. Et ça, c'est à partir du mois de septembre. Ça veut dire septembre, s'il y a une vente réalisée chez le notaire au mois de septembre, il faut l'audit. Ensuite, pour le E, c'est 2025. Et pour le D, c'est 2034. D'accord? Autre obligation pour les maisons et les appartements. Ah oui, chose importante, c'est que l'audit est obligatoire lors de la vente d'un bien avec tous les diagnostics en fonction de l'étiquette, donc les années. C'est valable pour les biens individuels ou collectifs, mais qui ne sont pas sous le régime de la copropriété. C'est important. D'accord? L'audit sera obligatoire dès qu'on a des étiquettes F ou G au mois de septembre, par exemple, sur des maisons, sur des appartements, mais qui ne sont pas en copropriété. Si vous avez un appartement qui se trouve dans un immeuble en copropriété, c'est vraiment le régime de la copropriété, l'audit ne sera pas obligatoire. D'accord? Il est obligatoire uniquement... Oui? Comment? Alors ça ne vient pas de moi, ça vient du texte. C'est la loi qui est la loi climat. C'est la loi climat. Pourquoi? Alors, il y a une logique, c'est que au niveau de la loi climat, il y a d'autres obligations qui sont faites sur les immeubles. Ça évite les doublons. Voilà. Ça, c'était par rapport à l'audit. Autre obligation de réaliser les travaux de rénovation énergétique. Comme je vous le disais en préambule, la date butoir, et là ça vient de la loi énergie de 2019, je l'ai quand même mis dans le tableau récapitulatif, c'est que l'idée de la loi énergie, c'est de pouvoir éradiquer tous les F et les G, les logements les plus énergivores, les passoires thermiques. Donc là, la date butoir, c'est 31/12/2027. Donc au 1er janvier 2028, vous avez obligation à pouvoir réaliser les travaux. D'accord ? Autre sujet qui concerne les biens individuels, il s'agit d'une obligation d'établir un carnet d'information du logement. Le carnet d'information du logement, en fait, pour vous simplifier, c'est une obligation pour tout propriétaire, entre en vigueur le 1er janvier 2023, donc c'est l'année prochaine. Tout propriétaire devra constituer un carnet d'information du logement, c'est-à-dire qu'il va constituer un petit dossier
pour mettre tous les travaux importants liés au bien. Ça veut dire que, par exemple, si un propriétaire, si vous changez par exemple le double vitrage de chez vous, c'est une facture que vous gardez, que vous conservez dans votre dossier. Ça va servir notamment, comme le disait Laurent tout à l'heure sur les diagnostics, lorsqu'on fait un DPE, lorsqu'un DPE est réalisé sur un bien immobilier. Le diagnostiqueur qui viendra faire et réaliser ce DPE, ce qu'il prendra en considération, il fera une visite technique du bien. Il ne va rien démonter. D'accord? Il va prendre en considération son aspect visuel. Donc c'est vrai que si, ce qui est déjà le cas, hein, si l'immeuble date par exemple de 1950 et qu'il n'a pas justifié une rénovation, d'isolation autre, sous présentation de facture, c'est vrai que la prise en compte au niveau du diagnostic, il sera pris en considération l'année de référence du logement, ce qui est dommage. C'est la raison pour laquelle, justement, c'est un exemple, hein, que ce carnet d'information sera important de pouvoir constituer, qui va justifier justement préparer toutes les factures pour le futur locataire ou le futur acquéreur. Donc là, en l'occurrence, c'est surtout pour l'acquéreur. D'accord? Et ça, quelles que soient les étiquettes, hein, on a une étiquette. Toutes les étiquettes, on ne parle pas d'étiquettes, tous les logements sont concernés. Tout propriétaire devra constituer ce carnet d'information au logement. D'accord? Sur la partie collective, cette fois-ci, donc les deux lignes du bas, jusqu'à présent, en copropriété, donc un immeuble collectif, lorsque l'immeuble avait un système d'équipement collectif, un chauffage, il avait comme obligation de faire un audit énergétique si l'immeuble avait plus de 50 logements. Et si l'immeuble, si c'était une petite copropriété de moins de 50 lots, il fallait faire ce qu'on appelle un DPE collectif. Ça, il fallait le faire avant le 31/12/2016 à l'époque. Donc, tous les syndics, justement, ont fait ça. Et comme vous l'avez compris, ça concernait les immeubles qui étaient équipés de chaufferie collective. Ça veut dire que dès que l'immeuble n'était pas constitué et qu'il n'y avait pas d'équipement collectif de chaufferie, il n'y avait pas d'obligation. La loi climat, elle est venue justement obliger tous les immeubles équipés ou pas de chaufferie, on s'en moque, tout le monde y passe. Dès que l'immeuble a effectivement le permis de construire date d'avant 1er janvier 2013, le DPE collectif est obligatoire. Alors, ça va se passer de manière très progressive. Je vous ai mis ici les différentes tailles de copropriété en fonction de la taille de l'immeuble. Donc, grosse copropriété, plus de 200 logements. J'ai mis une légende ici sur le côté. Immeuble moyen entre 51 et 200 logements. Et petite copropriété, moins de 51 logements. D'accord? En 2024, on va commencer par les grosses copropriétés. DPE collectif obligatoire à compter de 2024. Immeuble moyen en 2025 et petite copropriété en 2026. Le DPE collectif, en fait, il va donner, comme logement individuel, il va donner une étiquette à l'immeuble. D'accord? Autre obligation de la loi climat, c'est la dernière ligne, c'est l'obligation de faire voter un projet de plan pluriannuel de travaux ainsi qu'un fonds de travaux. Dès que l'immeuble a plus de 15 ans, il y a une obligation de faire voter un plan pluriannuel de travaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Un plan pluriannuel de travaux, qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, c'est encore un diagnostic supplémentaire cette fois-ci. Diagnostic supplémentaire qui viendra éclairer, c'est un diagnostic, c'est un planning de travaux, un diagnostic assez complet, qui viendra pour une copropriété préciser les travaux qui sont urgents à faire à court terme, à moyen terme et à long terme. En fait, il va planifier des travaux sur 10 ans au niveau de la copropriété. Et ça, c'est obligatoire dès que l'immeuble a plus de 15 ans. Les obligations sont en fonction de la taille de la copropriété. 2023, obligatoire pour les grosses copropriétés, immeuble moyen 2024 et petite copropriété en 2025. Et vous avez, parallèlement à cela,
pour cette obligation de plan pluriannuel de travaux, une constitution de provision, constitution de fonds de travaux. Alors, ce n'est pas nouveau, hein. La loi Allure l'a déjà obligé il y a quelques années, en 2014. Maintenant, la loi climat est venue l'obliger pour tous les immeubles. Il faut constituer un fonds de travaux. Ce qui est un peu logique parce que en copropriété, lorsque vous n'avez pas forcément les fonds, lorsqu'il y a des travaux à faire voter en assemblée générale, il faut avoir les fonds pour les payer. Et c'est vrai que le fonds de travaux constitue une cagnotte pour le financement des gros travaux à venir. Voilà, je peux reprendre, vous pouvez reprendre la souris. Merci. Merci. Dans le slide suivant, je vous ai présenté tout simplement une opération de travaux de rénovation énergétique. Donc vous avez les travaux à réaliser, moins les aides, et vous avez le reste à charge à régler. Les travaux à réaliser, très important, les travaux doivent être réalisés par une entreprise RGE, reconnue garant de l'environnement. Si vous ne faites pas appel à une entreprise labellisée RGE, pas d'aide. Donc c'est important. Absolument que l'entreprise soit labellisée RGE. C'est-à-dire que l'entreprise, une entreprise RGE, ça va mieux que les aides, et ils n'ont plus le droit de travailler alors. Les questions tout à l'heure, s'il vous plaît. Oui. Ensuite, je vais répondre tout à l'heure à votre question. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous avez les travaux donc, réalisés par l'entreprise RGE, moins les aides financières. Aides financières, c'est une partie très importante pour vous. Les aides financières, il y a tout un panel. Il faut vraiment... vous avez principalement deux aides qui peuvent être cumulables. Ce qu'on appelle la prime de l'État, qui est ma prime Rénov', et la prime qu'on peut avoir par le biais de fournisseurs d'énergie, certificat d'économie d'énergie, on appelle CEE, C2E. Les deux peuvent être cumulables. Au niveau du poids de ces aides, au niveau national, ma prime Rénov', ça pèse plus de 2 milliards d'euros, et prime C2E, plus de 3 milliards. C'est vraiment des aides assez importantes. Qui peuvent être octroyés et qui sont cumulables. Les aides peuvent être attribuées non seulement à des propriétaires occupants, des bailleurs, mais également à des syndicats des copropriétaires. Donc ça, c'est important. Il y a tout un panel d'aides, effectivement, mais il y a des conditions aussi de ressources du demandeur, hein, notamment pour la prime de l'État, ma prime Rénov', c'est générique. Il y a 4 profils de ressources. Ça va du très modeste, intermédiaire au plus élevé. D'accord ? Évidemment, ça dépend de votre avis d'imposition. Pour le reste à charge, soit vous avez une possibilité de le régler, hein, et si ce n'est pas possible, nous proposons en tout cas des solutions mais évidemment du crédit agricole au niveau des prêts. Des prêts qui peuvent être prêts conso, des prêts verts. Les prêts verts peuvent se cumuler avec un éco-PTZ, un prêt à taux zéro. Pour les particuliers individuels, hein, des maisons, des appartements, mais également pour la collectivité. Parce qu'effectivement, nous proposons également des prêts du crédit agricole pour les syndicats des copropriétaires, pour des immeubles qui souhaitent faire des travaux de rénovation énergétique. Parenthèse également pour les aides, il y a des aides, il y a plein de conditions, hein, c'est au niveau des aides, mais il y a des conditions liées non seulement des fois aux demandeurs, mais il y a des conditions liées aux travaux. Il y a des gains énergétiques minimales. Par exemple, pour un propriétaire individuel qui souhaite bénéficier d'une prime Rénov' pour une rénovation. Alors, dans ma prime Rénov', il y a la prime individuelle pour les travaux ponctuels. Hein. En fonction de ce que vous faites, vous avez des primes adéquates. Si vous faites des travaux globaux, une rénovation globale, il vous faut un minimum de 55% de gain énergétique. Vous voyez ? Au niveau de la copropriété, c'est 35% de gain énergétique. Donc ça couvre quand même des travaux globaux assez importants pour une copropriété. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous par rapport à cette opération de travaux de rénovation. Dans le slide suivant,
Je termine avec une illustration de passoire thermique. Un bien pris dans notre portefeuille de gestion locative. C'est une maison T3 située à Chambray-les-Tours. 3 pièces de 1960. J'ai tout simplement... Voilà, cette maison a une étiquette F. Il y a un diagnostic qui a été fait en 2018 et j'ai tout simplement pris toutes les recommandations du diagnostiqueur que je les ai chiffrées pour vous montrer. Donc là, effectivement, on est dans la zone rouge, donc F. Ce qui est prévu, c'est une isolation par l'extérieur, une isolation de la toiture, les portes donnant sur l'extérieur avec le remplacement des portes et fenêtres et procéder à du double vitrage, remplacement du chauffe-eau et également une installation d'une VMC. Le tout total de 33 800 € pour cette maison. Donc là, j'ai vraiment tout simplement chiffré. J'ai pris les deux profils extrêmes, très modestes et le plus élevé. Et j'ai simulé les aides que pourraient bénéficier de ces deux profils opposés. Pour le profil très modeste, il lui reste un reste à charge de 50%. Et pour le profil le plus élevé, 85%. Vous voyez que là, pour le très modeste, il a eu 50% d'aide pour réaliser au niveau des travaux. À propos d'aide, vous avez un tableau pour les différents profils, donc ça va du très modeste au plus élevé. Un profil très modeste ne peut pas bénéficier d'un taux cumulable au niveau des aides de plus de 90%, ce qui est quand même considérable. Voilà, pour le très modeste, c'est 90, pour le modeste, c'est 75, pour l'intermédiaire, c'est 60, et pour le plus élevé, c'est 40% maximum d'aide cumulable. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Le slide suivant, ça concerne, j'ai indiqué mes sources qui m'ont permis d'établir ce support. Et puis le dernier slide, là, vous avez mes coordonnées. Voilà, j'en termine pour ma présentation de cette loi climat et résilience.